Bienvenue dans le débat sur France 24. Joe Biden, candidat à un second mandat à la présidence des États-Unis. Le président démocrate a officialisé sa candidature dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Son slogan « Finissons le travail, let's finish the job ». Ce 25 avril marque aussi le 4e anniversaire de sa dernière entrée en campagne face à Donald Trump. Un retour du duel Biden-Trump se dessine pour la présidentielle de 2024. Donald Trump a déjà annoncé qu'il se présentait. Pour Biden, c'est un classique aux États-Unis. Les présidents américains se représentent et sont le plus souvent réélus. Mais à 81 ans, son âge marque un précédent. S'il est réélu, il achèverait son second mandat à 86 ans. Alors pourquoi se représente-t-il alors qu'il génère finalement peu d'enthousiasme? Quels sont ses atouts, ses faiblesses? Est-il le bon candidat pour les démocrates d'Amérique? Un duel Biden-Trump se profile-t-il? Et quels pourraient être les autres candidats républicains et démocrates? Quels seront les thèmes de campagne? Voilà toutes les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Hélène Kuntz. Bonsoir. Hélène, professeure à l'INSEC Paris, auteure de Portrait de vif, l'incroyable histoire de Kamala Harris. Bienvenue à vous. Nous avons à Washington Christian Hanley. Bonsoir Christian, consultant politique auprès des candidats démocrates, fondateur de Defiance Strategies. Bonsoir à vous et bienvenue. Merci, bonsoir. Nous avons Frederick Davis, qui est à New York, lui, professeur de droit à l'Université de Columbia. Bienvenue à vous, ancien procureur fédéral. Et puis Sonia Dridi est avec nous à Washington pour le début de cette émission, correspondante dans la capitale américaine, auteur de Joe Biden. C'était aux éditions du Rocher, le livre qui est paru en 2020. Vous pouvez tous participer à l'émission sur les réseaux sociaux, #2024. Avant de parler, justement, avant de discuter, je vous propose d'écouter tout de même un extrait de cette vidéo postée par Joe Biden, une vidéo donc qui a duré un peu plus de 3 minutes. En voici un extrait. When I ran for president 4 years ago, I said we're in a battle for the soul of America, and we still are. The question we're facing is whether in the years ahead we have more freedom or less freedom, more rights or fewer. I know what I want the answer to be, and I think you do too. This is not a time to be complacent. That's why I'm running for re-election. Et oui, ça nous amuse de voir ce clip. Sonia Dridi à Washington, vous avez écrit un livre sur Biden en 2020, on s'en souvient. Avez-vous été surprise que malgré son âge, 80 ans, il se présente ? Alors non, je n'ai pas été surprise parce que sa candidature à sa réélection était un secret de polichinelle. À Washington, cela faisait des mois qu'on en parlait. Et d'ailleurs, il a plusieurs fois repoussé la date de l'annonce, notamment parce qu'il voyait que côté républicain, Donald Trump était empêtré dans des affaires et qu'il n'était pas forcément pressé de son côté de faire cette annonce. Mais il était temps de la faire selon ses conseillers parce que justement il faut qu'il commence à lever des fonds, c'est le nerf de la guerre dans une campagne électorale américaine. Donc pas surprise, mais il y a forcément de la déception côté de la démocrate et de la frustration parce que quand même on se rappelle en 2020 Joe Biden s'était présenté comme le candidat de transition, donc même s'il n'a jamais dit qu'il ne se représenterait pas, il n'a jamais dit cela, beaucoup de démocrates s'attendaient en votant pour lui en 2020 à ce qu'il ne se représente pas. Et d'ailleurs, selon les récents sondages, 51% des démocrates espéraient que ce ne soit pas lui le candidat démocrate pour l'élection de 2024. Donc il y a beaucoup de frustration, il y a aussi un échec du Parti démocrate évident à se renouveler, mais il y a aussi une certaine résignation parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative claire pour de nombreux démocrates. Beaucoup pensent que Joe Biden est toujours le seul pour l'instant capable de battre Donald Trump qui caracole toujours en tête des sondages côté républicain. Et puis les démocrates quand même saluent son bilan, un bilan avec des réformes historiques notamment sur le climat, les infrastructures. Et puis Joe Biden a vraiment réussi à se poser en leader de la coalition occidentale contre la Russie. Hélène Kuntz, vous qui êtes américaine, vous faites partie de ces déçus dont parle Sonia. Résigné. Résigné. Oui. C'est pas mieux. Le système est tel merci. que... À tout à l'heure. À tout à l'heure. Il n'y a pas moyen de faire autrement.
au vu de ces machines politiques qui sont énormes. Et je pense que sa candidature était la réponse à la candidature de Mr. Trump. C'est ça, il dit que c'est finalement de voir Donald Trump se présenter qui l'a motivé. Parce qu'on a la preuve qu'il sait le battre. Donc, c'est quand même slam dunk. Enfin, on imagine que c'est déjà chose faite parce qu'on sait qu'il peut battre Trump et on sait qu'il peut battre Trump avant même le 6 janvier, l'insurrection, et avant même toutes les difficultés qu'il a eu Trump. Donc, il a quand même raison. C'est dommage qu'on a du mal à avoir ce renouveau, mais en même temps, c'est tout à fait logique. Et je peux quand même imaginer tous les scénarios qui étaient mis sur un énorme tableau. Et à tous les coups, Biden gagne là. Donc, ça serait dommage de ne pas le prendre. Ah, c'est votre perception des choses. Est-ce que vous partagez cette perception, Christian Hanley? Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Hélène Kuntz? Il a finalement tout pour gagner, c'est pour ça qu'il doit se présenter. Vous faites partie des déçus, j'en suis sûr. Enfin, plus ou moins. En fait, je crois qu'il y a qu'un seul problème que les deux grands partis américains partagent en ce moment. Et c'est un manque de candidats potentiels qui sont plus jeunes. Et donc, il y a des millions de démocrates, des électeurs démocrates qui sont très jeunes, c'est vrai, mais au niveau des politiciens élus, il y en a très peu qui sont jeunes. Par contre, il y en a comme Gavin Newsom, qui est relativement plus jeune, le gouverneur de la Californie, par exemple. Mais en ce moment, on voit président Biden qui, malgré son âge, a un bilan qui est, je dirais, impressionnant. Ici à Washington, on a cette mauvaise habitude de sous-estimer Joe Biden, que l'on soit démocrate ou républicain. Même moi, en 2020, j'avais des craintes. Mais malgré tout cela, on vient de voir au cours de ce premier mandat un président qui a beaucoup de réussite derrière lui. On va écouter justement des réactions à Washington à l'annonce de sa candidature. S'il est en bonne santé et qu'il pense qu'il peut faire le travail, je trouve que c'est parfaitement convenable. Mais honnêtement, j'aurais préféré que l'on donne une chance à quelqu'un d'un peu plus jeune et qui a des idées nouvelles pour le pays. Je pense qu'il peut être en bonne santé. Moi-même, je suis en bonne santé. Mais mentalement, je ne suis clairement plus aussi vif que je l'étais il y a 20 ans. Et ça m'étonnerait que ce soit différent pour lui. Je sais qu'il est entouré de personnes très intelligentes, mais je pense qu'il est temps qu'une personne plus jeune prenne ce poste. Je trouve que ces 4 dernières années, il a fait du super travail en nommant dans son administration des personnes qui représentent toutes les générations. Je pense que s'il continue à faire ça, il aura beaucoup de succès lors d'un prochain mandat. Frédéric Davis, son âge est-il un problème ? Évidemment, mais Trump n'est pas beaucoup plus jeune non plus. Et pour l'instant, pour moi, c'est inévitable. Il n'y a pas d'autres candidats. Et ce sera probablement le cas que ce sera Trump qui a 77, à peu près le même âge que Trump, un peu plus jeune. Donc, on aura 2 vieux contre l'autre. 2 vieux. Mais alors, ça ne vous désespère pas, ça, justement, d'avoir 2 vieux, qu'on retrouve ce duel d'il y a 4 ans, Trump-Biden ? Oui, non, c'est dommage, mais tout le monde est d'accord que ça serait beaucoup mieux d'avoir un peu plus jeune. Mais qui? Et il n'y a aucun autre candidat, comme mes collègues viennent de dire, qui se présente devant les autres. Moi, je suis peu optimiste que dans les années qui viennent, on va avoir de jeunes candidats. Gretchen Whitmer à Michigan, elle est très, très bien, elle est très forte. Il y en a d'autres, mais cette année, on ne les voit pas devant Biden. Mais c'est quand même assez incroyable, Hélène Kuntz. Qu'est-ce que ça dit de la démocratie américaine? Parce qu'on a toujours décrit la démocratie américaine comme justement ayant cette capacité d'avoir des jeunes. On se souvient de Barack Obama, qu'on connaissait peu, qui était vraiment très jeune. Et aujourd'hui, effectivement, on se retrouve avec un match retour de 2 personnalités, 77, 80. Est-ce que ce n'est pas un peu la faute de l'intrus Trump? Parce que derrière Trump, il y a quand même DeSantis qui a 38 ans de moins que Joe Biden. Et ce n'est pas pour autant qu'on peut l'imaginer le nominer. Vous savez, tout au début, justement, de la Ron vidéo... DeSantis, qui est gouverneur de Floride. Oui, on reviendra d'ailleurs sur... Mais il a dit dans sa vidéo, là, tout de suite, que c'est la bataille pour l'âme des États-Unis. Mais il dit strictement la même chose que Donald Trump. Donc, tous les deux se placent comme étant la personne qui est pour
l'âme même des États-Unis, c'est fort. Donc, c'est très risqué de mettre une jeune qui n'a pas l'envergure de Biden ou Trump à cette place-là. Et moi, ça m'a intriguée. Alors, vous savez, quand même, il n'a pas mentionné sa colistière, ou son colistier peut-être. Qui devrait être Kamala Harris, sa colistière, a priori, sans doute. A priori, mais il n'a pas mentionné son nom. Il y avait plein d'images d'elle, tant mieux. Mais c'est étonnant, il ne se présente pas en couple politique. C'est la réélection de Joe Biden d'abord. Donc, il peut tout à fait, potentiellement, changer de colistière. Christine Hanley, il pourrait prendre une autre colistière ou un colistier que Kamala Harris, Joe Biden? Techniquement, c'est possible, mais c'est quelque chose de difficile à imaginer. La dernière fois qu'on a vu un tel changement, je crois que c'était pendant l'administration de Nixon, en fait, en 74, je crois, ou 72. Et on se souvient de pas quelque chose que l'on fait typiquement dans les administrations américaines. Par contre, je crois vraiment que malgré son âge, président Biden, il a cet espoir de finir son travail, comme on voit dans cette publicité. Pour quelqu'un comme moi qui fait des publicités politiques, c'était frappant quoi, de voir à la fois les images du 6 janvier, pendant qu'on le voit, du président qui parle de l'âme de l'Amérique et des droits civiques, des droits de l'individu et de la défense de la démocratie. Même s'il était ce candidat de transition en 2020, je crois que, à son avis, il est sincère que son travail n'est pas encore fini. Il veut finish the job. Vous êtes d'accord, Frédéric Davis? Oui. C'est un peu ça l'angle de Joe Biden. On arrête la transition, on finish the job, on termine le travail. Oui, bon, ce qu'on voit avec Biden, c'est que c'est très rare qu'un président ne s'est pas présenté pour un deuxième mandat. Très, très rare. Et lui, s'il le ferait aujourd'hui, il perd immédiatement beaucoup de pouvoir, dans le sens qu'on dit, bon, on s'en fout de lui, donc il n'a aucun rôle dans l'avenir. Donc pour lui, pour finish the job, c'est une question de continuer à avoir du pouvoir et aussi, il espère, un deuxième mandat. Donc moi, je n'étais pas du tout surpris par sa candidature. Pour moi, c'est inévitable. C'est un homme de pouvoir, Hélène Kounce, il veut effectivement le garder. Ah ben clairement. Alors, il y a quand même une chose qui est un peu délicate là. Quand il a fait campagne la dernière fois, on était en pleine pandémie. Donc, beaucoup de choses s'étaient faites à distance et par vidéo. S'il doit vraiment traverser le pays c'est très hargne quand même de faire campagne. C'est dur, c'est difficile. C'est extrêmement dur physiquement. Donc, je me demande... Ça commence au primaire, c'est long aux États-Unis. Oui, et là, on est parti pour 1 an et demi. Donc, c'est vrai que le risque, c'est qu'il tombe ou il se fracture quelque chose. Ou, vous voyez, c'est quand même très physique. Donc, je m'interroge sur comment il peut mener campagne sans s'abîmer physiquement et tenir un rythme. Mais c'est le même combat chez Trump quand même. Même chose pour Trump, qui est un peu plus jeune quand même. Christine Hanley, ça serait ça un peu les interrogations autour de sa capacité de mener la campagne jusqu'au bout. Campagne qui démarre maintenant, on peut le dire pratiquement. Hein. Oui, ça, faut avouer, j'avais même pas pensé à cette question. Ah, bon, tant mieux pour lui. Non, je veux dire, la question de la différence entre 2020 au milieu de la pandémie et une campagne arrangée largement sur Zoom par rapport à une campagne plus traditionnelle. Écoutez, les États-Unis, c'est un pays qui est au niveau de la superficie plus vaste que toute l'Europe. Et pour un homme qui a 82 ans de traverser ce pays pendant 1 an et demi, c'est vrai que ça va être extrêmement dur. Par contre, c'est typique d'avoir dans les élections présidentielles d'autres démocrates qui veulent voyager pour amener le message du président, du candidat dans les États swing, dans les États partout dans le pays. Donc il va déléguer, à votre avis? Probablement, oui. Okay. Beaucoup de délégations. Beaucoup de délégations en vue. On va écouter tout de même, parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'autres candidats, mais il y en a quand même au moins un qui s'est déclaré. Il s'appelle Robert Kennedy Jr., c'est le neveu de JFK. Il a déclaré sa candidature, justement, à l'élection présidentielle côté démocrate. C'était le 19 avril dernier. On va l'écouter. Je suis venu aujourd'hui vous annoncer ma candidature pour les élections présidentielles des États-Unis d'Amérique. Frédéric Davis, c'est une candidature crédible
que celle du neveu de JFK? À mon avis, pas du tout, dans le sens que on en a marre des Kennedy dans un certain sens. Et ce qu'il dit, tout ce qui concerne le Covid et les vaccins, c'est pas au centre de l'opinion publique, dans le sens. À mon avis, il est à la marge. Et ce n'est pas une candidature sérieuse, à mon avis. Hélène? Oui. Impossible. Alors, il a un positionnement sur les vaccins, il est très anti-vax, c'est ça son positionnement? C'est un peu court. Pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'on ne le connaît pas bien, hein, Robert Kennedy Jr. Mais c'est terrible de ne pas le connaître au vu de son nom de famille, mais on est carrément contre les dynasties politiques aux États-Unis. Donc, si vous ne me croyez pas, demandez à Président Clinton, Hillary. Donc, ça ne passera pas. C'est un mauvais précédent. Oui, parce qu'on décline cette option. C'est-à-dire, il peut être le neveu de n'importe qui, c'est pas ça qui pourrait le porter. Et il n'a pas du tout le charisme de la famille Kennedy. Il faut vraiment insister pour faire savoir qu'il fait partie des Kennedy, là. Est-ce que vous pensez la même chose, Christian Hanley? C'était pas un vrai Kennedy, au fond? Pour le neveu de JFK, la seule chose qu'il partage avec sa famille, c'est son nom de famille. Il n'a pas la même personnalité. Mais alors pourquoi se présente-t-il? Son ego. Ouais. C'est triste à voir, mais c'est vrai. C'est quelqu'un qui se croit expert en tout, qui se croit expert il est tellement anti-vax, il a des positions politiques qui sont hors des positions normales et typiques de tous les deux partis. Il a certains gens qui le suivent, des gens qui l'ont trouvé sur Internet, mais est-ce qu'il a une vraie base dans l'électorat américain? Non, pas du tout. Non. Pas de véritable base, hein, c'est ce que vous dites. Frédéric Davis, un mot sur les moyens, parce que ça y est, la campagne donc, va être lancée de Joe Biden. On sait que l'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre, le nerf des campagnes américaines qui sont très onéreuses. Est-ce que Joe Biden peut lever suffisamment de fonds pour une bonne campagne? Je crois que oui, certainement, si il s'oppose à Trump, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à écrire des chèques le moment qu'on mentionne le nom de Trump. Et donc, si c'est un autre candidat, c'est un peu plus difficile. Mais lui, donc, c'est un vétéran, il connaît bien le métier, il a beaucoup de contacts, des réseaux, etc. Donc, si c'est lui contre Trump, à mon avis, il n'y aura aucun problème. En tout cas, Donald Trump le souhaite, hein, puisqu'il a publié un communiqué juste avant la diffusion de la vidéo de campagne de déclaration de candidature de Joe Biden. On peut lire hein, donc, ce qu'il a écrit, Donald Trump, ce qu'il a diffusé, ce communiqué. Vous pourriez prendre les 5 pires présidents de l'histoire américaine et ensemble, ils n'auraient pas fait autant de dégâts que Joe Biden a fait à notre pays en seulement quelques années. Là, Hélène Kuhn, ça veut dire qu'on va se retrouver avec ce duel-là et ça risque d'être bien grinçant. Oui, mais je pense quand même que même la base de Trump, à un moment donné, peut se fatiguer de lui. Dans sa vidéo, Joe Biden a mentionné MAGA extremistes, des extrémistes, Make America Great Again. Avant, il disait républicains, MAGA. Maintenant, il dit extrémistes, MAGA. Donc, il donne un peu de mou pour que les républicains d'autrefois, qui sont peut-être nostalgiques des années Reagan ou d'autres idées conservatrices, peuvent trouver un candidat qui leur va bien. Vous savez, hein, il essaye de ratisser parmi les modérés républicains qui ne se retrouveraient plus dans Trump. Mais il est extrêmement crédible pour ça, parce que malgré tout, c'est quand même Joe, et il est abordable de tous, il n'est pas du tout élitiste, et il arrive hein, à se faire voter dans les coins républicains quand même. Donc, je ne suis pas sûre que ça marche une deuxième fois pour Trump quand même. Vous pensez également, Christian Hanley, que Joe Biden pourrait essayer de ratisser un certain nombre de voix qui étaient plutôt pro-Trump, mais peut-être plus modérées, qui donc ne pourraient voter Biden? Oui, c'est ça, précisément ça, la stratégie. Hein. C'est parce qu'il y a tant de républicains, des anciens républicains qui sont un peu nostalgiques pour l'époque de Reagan, qui voient dans Joe Biden Joe from Scranton. C'est un homme d'origine irlandaise catholique, d'une famille d'ouvriers qui ne fait pas partie de l'élite. Et il faut se souvenir de 2020, dans cette élection, le premier syndicat qui a annoncé leur soutien pour
Joe Biden, ce n'était pas des syndicats vraiment de gauche, c'était les pompiers. C'est-à-dire un syndicat de gens qui sont typiquement plus conservateurs, typiquement majoritairement blancs, mâles. Et donc, c'est précisément ça la stratégie d'avoir dans les yeux de ces gens plus modérés qui étaient peut-être indépendants ou des anciens républicains, d'avoir chez Joe Biden un candidat traditionnel, typique, connu. Vous êtes d'accord, Frédéric Davis? Il incarnerait quoi? Une sorte de candidat du consensus et donc pourrait entraîner un certain nombre de votes républicains qui choisiraient Biden plutôt que Trump? Oui, c'est possible. Il y a aussi la question des enquêtes pénales dont on peut parler. Mais ah oui, bien sûr, on va en parler. Oui. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ma petite niche à moi. Mais pour moi, une question, c'est pas est-ce qu'ils vont voter pour ou contre Biden, mais est-ce qu'ils vont voter parce qu'on a un problème aux États-Unis, le niveau de gens qui se présentent aux urnes. Et l'avantage pour Biden d'une candidature de Trump, c'est que ça énerve les gens. Ça les passionne pour voter contre lui un certain nombre. Donc, il y a des dynamiques qui peuvent l'aider beaucoup. Alors justement, Donald Trump, on a vu Hélène Kuntz, pour rebondir justement sur ces fameux procès, que quand il a été inculpé la semaine dernière, le fait qu'il entre dans ce bâtiment du tribunal a suscité beaucoup d'enthousiasme. Et même l'ensemble du parti républicain était derrière lui, y compris Ron DeSantis, qui est un rival potentiel, y compris Mike Pence, qui en fait a très clairement dit qu'il soutenait Donald Trump. Donc finalement, ces procédures jouent pour lui. Oh, je pense que c'était des effets d'annonce. Je pense qu'ils l'ont soutenu plutôt mollement. Mais au fur et à mesure Vous trouvez que Mike Pence l'a soutenu mollement? Oui. Je pense que tout ce qu'il fait, Mike Pence, il fait mollement, de toute façon. En tout cas, il avait quand même le parti derrière lui. On a l'impression qu'il a eu le parti derrière lui à ce moment-là. Logique, mais ça, c'est un premier procès parmi d'autres. Et nous attendons de voir le résultat. On peut comprendre, c'était quand même leur gars. C'est dommage pour eux qu'ils se retrouvent dans cette situation. Mais à terme, je ne suis pas sûre que l'électorat américain va valider l'idée que pour se protéger des poursuites pénales, on va le réélire. De toute façon, elle a déjà perdu une fois contre Biden. Donc ça, c'est qu'on m'explique comment elle peut gagner là. Alors vous êtes très affirmative, Christian Hanley. Est-ce que ces procédures, parce qu'il y a aujourd'hui d'ailleurs une procédure pour viol, un procès pour viol contre Donald Trump, il y a 2 autres chefs d'inculpation, plus donc il était inculpé la semaine dernière, Donald Trump, mais il joue les victimes et finalement il fait son show. Et ça, on a l'impression que ça lui profite à Donald Trump. Oui, parmi un certain groupe, mais comme on vient de voir à New York il y a une semaine, il y avait combien de manifestations ou de militants qui étaient là pour soutenir Donald Trump? Il y en avait très peu. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on analyse, on essaie d'analyser le parti républicain moderne, il y a le parti traditionnel, c'est vrai, mais pour ceux qui soutiennent vraiment Donald Trump, c'est pas un parti politique, c'est une espèce de secte. Donc, on ne suit pas la logique politique typique. Donc, que ce soit DeSantis ou Trump ou Kevin McCarthy, ils veulent toujours avoir cette perception parmi les militants trumpistes d'être là pour soutenir l'ancien président. Mais ça marche pour l'instant, quand il y a les caméras devant le tribunal. Mais quand on parle de l'élection, surtout dans les primaires, on va voir que ce soutien qui apparaît maintenant d'être solide, on va voir ce soutien brisé, en fait, d'ici quelques mois, je crois. C'est votre pronostic. Frédéric Davis, vous êtes d'accord, vous qui êtes un peu, justement, le professeur de droit, ancien procureur, cette cumulation de procès, parce qu'il va y en avoir d'autres, est-ce que, finalement, ça ne profite pas à Donald Trump? Bon, moi, j'ai suivi de près les enquêtes et moi, j'ai totalement convaincu qu'elles sont sérieuses, dans le sens qu'il y a des procureurs qui sont sérieux, ils ont des preuves, donc c'est certain qu'il sera accusé et on va voir quel sera le résultat. Avec un personnage normal, ça aurait l'effet de le carboniser, ce qu'on a vu avec Strauss-Kahn, par exemple. Donc, avec lui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 35% de la population, peut-être 38%, qui disent « Ah, voilà, la victime, ça démontre que tout le monde est contre lui. » Mais est-ce que le reste du monde va avoir cette réaction? Moi, j'ai l'impression que
au fil du temps, on va en avoir marre, dans le sens que si ça continue à la une, cette semaine, c'est le viol. La semaine prochaine, c'est le trucage électoral. Donc, à mon avis, ça aura un effet négatif pour Trump. Vous pensez que ça aura un effet négatif? Ça ne va pas l'empêcher de toute façon de Non, concourir et d'être candidat. C'est ça aussi la limite, Hélène Kounce. Condamné ou pas, il va continuer. Donc vous dites plutôt, vous pensez que ça va être préjudiciable pour lui. Mais bon, pas sûr quand même. Hein. Alors, je ne vois pas de voie où il peut élargir sa coalition pour gagner. C'est-à-dire, il a perdu l'État de la Pennsylvanie la dernière fois. Comment il peut le gagner? Est-ce qu'il est sûr de gagner? Vous savez, on est toujours sur notre problème des grands électeurs. Donc, on peut désormais dessiner la carte électorale. Et où est-ce qu'il peut gagner des voix? Où est-ce qu'il peut dire, j'ai réussi à convertir des personnes qui n'étaient pas avec moi dans mon secte? C'est vrai ce qu'il dit, Christian Hanley. Il y a le parti politique républicain et puis il y a le secte MAGA. Enfin, il y a quand même encore un tiers des Américains qui pensent effectivement qu'il a gagné l'élection présidentielle de 2020. Et d'ailleurs, il va se présenter, Christian Hanley, c'est intéressant quand même de le noter, alors qu'il a toujours refusé de dire qu'il avait été vaincu en 2020. Oui, et c'est ce que je voulais dire avant, c'est que quand on parle de ce secte trumpiste, on ne peut pas avoir la même analyse qu'on aurait pour un parti politique typique. Hein. Là, c'est une question de psychologie et moi, je ne suis pas psychologue. mais non, pour lui, il n'y a pas de logique. Il est à la fois victime, mais aussi vainqueur. Il est l'homme le plus puissant dans l'histoire du monde, mais c'est lui le pauvre qui est persécuté par le procureur de New York. Donc, il n'y a pas de logique dans la campagne de Donald Trump, même dans sa personnalité, en fait. Et il n'y a pas besoin d'avoir ces conversations avec les Trumpistes, en fait, parce que pour eux, ce n'est pas une question de politique, ce n'est pas une question de stratégie électorale, c'est une question d'identité personnelle qu'on trouve chez Donald Trump. En tout cas, il y a déjà, on parlait de Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, qui est a priori le rival de Donald Trump le plus sérieux, mais qui ne s'est pas déclaré candidat. En revanche, Nikki Haley, qui est l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, ancienne ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, elle a affirmé qu'elle était candidate à l'élection. Elle va donc se retrouver pendant la primaire républicaine face à Donald Trump. On va l'écouter. Vous devriez savoir ceci à mon sujet. Je ne supporte pas les brutes. Et quand on riposte, ça leur fait encore plus mal si on porte des talons. Je suis Nikki Haley et je suis candidate à la présidentielle. Frédéric Davis, il ne sera donc pas tout seul déjà, Donald Trump, à la primaire républicaine. Oui, mais on va voir. Quand on prend Madame Haley, par exemple, elle est nulle part dans les sondages, dans le sens que c'est une femme, elle se présente bien. Elle a une histoire personnelle qui est chaleureuse, qui est très, très bonne, mais elle est nulle part. Et le problème avec Trump, c'est Trump. Tout le monde le connaît. On a une réaction immédiate pour ou contre. Elle, par exemple, Nikki Haley, bon, il faut qu'elle persuade les gens. Pourquoi je suis là? Je suis pour tel ou tel, je suis contre tel ou tel. À mon avis, elle n'a aucune chance. Elle n'a aucune chance, vous êtes d'accord, Hélène Kounce? Alors, elle a toutes ses chances pour être sa colistière. Clairement. J'ai écrit sur Nikki Haley, sur mon livre de Kamala Harris, et j'ai dit qu'elle sera candidate là, parce que, mais elle a des positions à tenir qui sont extrêmement difficiles. Elle doit être contre l'avortement dans tous les cas de figure. Il faut qu'elle soit contre les personnes homosexuelles, des choses qui ne sont pas du tout populaires. Parce qu'elle, pour le coup, effectivement, elle ne bénéficie pas de cette culte de personnalité comme Trump. Donc, elle est vraiment dans les positions traditionnelles des républicains. Et je pense que ce n'est pas très confortable là. Je ne sais pas, à un moment donné, même Trump va se moquer d'elle. Donc, elle n'est pas... Mais c'est vrai, quand vous dites qu'elle était ambassadrice pour les Nations Unies... C'est ça, c'était sous Trump. Diplomate international. C'était sous Trump. C'est lui qui l'a nommé à ce poste. Oui, mais c'était étonnant et pas super confortable de le voir tenir les positions de Trump en tant que femme.
Sonia, vous nous avez retrouvé, Sonia Dridi, à Washington. Un mot, avant de parler de Biden, tout de même reparler de Trump, parce qu'on a parlé de ses procès. Fox News, qui a signé un accord financier avec Dominion, a viré littéralement la star du Trumpisme, hein, on peut dire, qui cartonnait en termes d'audience, Tucker Carlson. Alors c'est vrai qu'on se pose la question, pourquoi, alors que finalement Rupert Murdoch avait vraiment parié sur Trump, il a fait sa campagne en 2020, il est lâché par Rupert Murdoch, Donald Trump? Alors, le fait que Carlson a été évincé de Fox News n'est pas forcément un signe que Donald Trump est lâché par Rupert Murdoch, mais beaucoup savent que Rupert Murdoch, déjà ces derniers temps, eh bien, n'était plus un grand fan de Donald Trump. Donc, et beaucoup se disent que finalement, avec le départ de Carlson, en effet, Donald Trump perd un allié fondamental, même si en privé, Carlson ne se privait pas de critiquer Donald Trump, que parfois il disait même qu'il le haïssait. Et d'ailleurs, c'était étonnant hier de voir même le fils de Donald Trump regretter le départ de Carlson. On a l'impression qu'il n'a pas vu tout ce qu'il y avait dans la presse, Carlson qui critiquait en privé fortement son père. Donc on sent que Fox News souhaite donner une nouvelle direction à sa chaîne, toujours ultra conservatrice, mais peut-être plus à la Ron DeSantis, celui que beaucoup voient comme le rival de Donald Trump, le gouverneur de Floride, même si finalement Donald Trump caracole toujours en tête des sondages. Et puis en ce qui concerne le cas Carlson, il y avait aussi d'autres affaires compliquées. Il était notamment visé dans une plainte de la part d'une ancienne productrice de l'émission qui dénonçait ses propos misogynes, sexistes. Donc je pense que pour Carlson, il y a plusieurs affaires qui ont fait que Murdoch a finalement décidé de se séparer de cette star, comme vous dites, de la chaîne pendant des années. Hélène Kuntz, vous voulez rebondir? Sans Tucker Carlson, il peut gagner Donald Trump? Oui, il y aura plein de gens qui vont prendre le relais. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Je pense que Rupert Murdoch était particulièrement excédé par Tucker Carlson. Les avocats de Dominion ont très finement joué. Ils ont réussi à faire publier toutes ces conversations qui ont dévoilé le vrai avis de Tucker Carlson sur Trump. Et quand les gens disent, c'est dommage... mais à l'antenne, il disait le contraire. À l'antenne, il adoubait totalement. Il était même capable de dire qu'il mentait en privé et à l'antenne, donc il a avoué un petit peu partout, donc il était confus. Mais très sincèrement, ce qui est incroyable, c'est que quand les gens disent, mais c'est dommage qu'ils vont juste payer la moitié qui est due, si c'était 1,5 milliard par un jury, ils ont du mal à récupérer les fonds. Mais quand c'est décidé par le juge, c'est à payer immédiatement. Pour Dominion, hein, vous voulez dire. Oui, ils ont récupéré donc, pratiquement 800 000 $. Hein, donc c'était un accord financier. 800 millions de dollars, c'est quand même incroyable. Donc Rupert Murdoch s'est déjà séparé de cette somme-là. Je pense qu'il y a de quoi être très fâché avec Tucker Carlson, là. Qu'est-ce que vous en pensez, Christian Hanley? Est-ce que ça veut dire aussi que Rupert Murdoch réfléchit au meilleur poulain côté républicain et que donc peut-être ça ne sera pas Donald Trump? Non, pas du tout. Pour Rupert Murdoch, la seule question, c'est l'argent. Et quant à Tucker Carlson, c'est vrai qu'il a perdu son poste. Il était la vraie star à Fox News. Mais écoutez, en 1996, Fox News, c'était la première chaîne du droit. Pendant l'administration Bush, c'était vraiment le ministère de la propagande pour le Parti républicain. Mais là, dans l'époque de l'Internet et les réseaux sociaux, il y a maintenant Newsmax, OAN, d'autres réseaux de l'extrême droite, des réseaux numériques, où Tucker Carlson pourrait trouver encore un autre poste très bientôt. Et donc, il sera toujours influentiel, je crains. Et après Tucker Carlson, il y a d'autres militants de l'extrême droite qui voudraient avoir cette même position à Fox News. Frederick Davis, vous êtes d'accord? Il faut quand même noter que Fox News, elle est leader en termes d'audience, en termes de moyens aussi. Rupert Murdoch, franchement, le chiffre d'affaires de Fox est pratiquement le double de celui de CNN, d'après les chiffres. Donc, est-ce que Donald Trump pourrait se passer d'un soutien de Fox si on ne sait pas encore s'il l'aura ou pas? On va voir. Pour moi, c'est fascinant dans le sens que moi, je ne connais pas du tout bien, mais depuis 40 ans, je connais Rupert Murdoch. Et l'essentiel avec lui, c'est qu'il est totalement cynique. Il n'a aucune
politique du fond. Pour lui, ce qui compte, c'est qu'il veut connaître les gens qui gagnent. Et le moment qu'il considère qu'il y a un risque que Trump va perdre, il y a une expression en anglais, loser. Et Trump déteste être vu comme un loser, et Murdoch aussi. Donc, à mon avis, c'est bien possible que dans les mois qui viennent, que Fox va considérer que, bon, c'est pas exactement la meilleure idée d'être lié directement à Trump. Ça va être intéressant. En tout cas, il nous reste 5 minutes de parler peut-être du fond de cette campagne. L'Ukraine, bien sûr, va être un des thèmes majeurs. On sait que Biden, on l'a vu à Kiev, il va probablement, Sonia, utiliser cette image du président américain qui a fait ce voyage jusqu'à Kiev pour voir Zelensky. Ça va être probablement une des images de la campagne, non ? Oui, effectivement, et ce dossier ukrainien, finalement, lui a permis de se racheter une crédibilité, en quelque sorte, sur les dossiers internationaux, parce qu'au début de sa présidence, il y a eu le fiasco du retrait d'Afghanistan, et il a vraiment perdu en popularité chez les démocrates. Moi, j'avais parlé avec beaucoup de démocrates à l'époque, qui vraiment étaient déçus de sa gestion du retrait d'Afghanistan, et là, il a vraiment réussi à se poser en leader de la coalition occidentale contre la Russie, et beaucoup finalement ont été rassurés par son rôle dans cette guerre, dans cette crise, et Joe Biden, qui est un enfant de la guerre froide, qui a été très longtemps au Sénat, à la Commission des Affaires étrangères, qui avait côtoyé dans le passé Poutine, qui s'est toujours méfié du président russe, finalement est salué à la fois, même plus silencieusement dans le camp républicain et aussi dans le camp démocrate, pour son rôle, pour ne pas aussi avoir fait de la surenchère face aux annonces de Vladimir Poutine, notamment sur l'utilisation du nucléaire. Donc il est clair qu'il va utiliser son bilan sur ce sujet pour sa campagne de réélection. Et puis, tout comme en 2020, il va encore mettre la démocratie au cœur de sa campagne face à la montée des régimes autoritaires dans le monde. Hélène Koun, ce sont des thèmes qui vont être porteurs pour lui pendant la campagne, ou est-ce qu'il n'y a pas une fatigue du côté des Américains de se dire, bon, l'Ukraine c'est loin, on y a déjà mis beaucoup de moyens, et finalement ça risque de lui porter plutôt préjudice ou pas ? Je pense que c'est effectivement très loin pour eux. Ce qui va jouer là, c'est de moderniser et de sécuriser ces élections. Ce qui a failli là quand même en 2020, que tout et chacun se croit au résultat. Si on peut avoir ça, je pense qu'on a quand même gagné quelque chose dans notre démocratie. On ne peut pas avoir la moitié de la population qui dit c'était les élections truquées. J'espère que la prochaine fois, que les résultats sont connus rapidement et de telle sorte où toutes les personnes, toutes les parties prenantes peuvent imaginer que c'est le vrai résultat. En Floride, qu'on ne travaille plus avec des bouts de papier, par exemple. Oui, donc ça veut dire qu'il faudrait, Christian Hanley, pour rebondir sur ce que vient de dire Hélène Kounz, il faudrait changer un peu les modalités de comptage des votes. Est-ce qu'il y a des choses à faire strictement sur la manière dont on vote aux États-Unis pour rendre le vote, disons, plus populaire, et pour surtout qu'on ne retrouve pas 2020 ? Oui, bien sûr, mais le problème, c'est qu'on n'a pas une élection ici aux États-Unis. On a 50 élections à chaque fois. Et suivant la Constitution, c'est la responsabilité de chaque État de gérer ses propres élections. Et donc, même s'il y a des changements que l'on peut faire au niveau fédéral, même dans les élections fédérales, ce sont des élections gérées par les autorités locales dans les États. Donc, les méthodes, les systèmes choisis sont choisis par ceux qui sont élus dans les États. Mais il faut quand même avoir plus de confiance dans notre système. Mais je crois que quand on parle des thèmes de cette élection, on parlera beaucoup des problèmes domestiques, que ce soit la force de la démocratie américaine, les fusillades qui arrivent sans cesse, l'accès aux armes au feu, des questions sur l'inégalité dans notre économie. Il y a tant de problèmes domestiques que je crois que pour les électeurs, que ce soit des démocrates ou des républicains, l'Ukraine semble maintenant d'être très très loin. Mais Frédéric Davis, pour les problèmes domestiques dont parle Christian Hanley, est-ce que l'Amérique n'est pas tellement clivée que ça ne va pas vraiment changer grand-chose entre les pro-guns qui sont républicains, les anti-guns démocrates Les questions sociétales sont extrêmement clivantes.
Oui, ça c'est le grand problème, c'est qu'il y a 45% de la population qui vont voter républicain n'importe quoi, et équivalent qui vont voter pour l'autre parti. Et il n'y a pas vraiment de terrain commun entre eux. Donc, en tout ce qui concerne fiscalité, la défense, les problèmes sociaux, qu'est-ce qu'on fait avec le mariage à tous, qu'est-ce qu'on fait avec l'avortement. Donc, comme vous dites, c'est un clivage. Et ça continue à être un message certainement du côté de Trump. Parce qu'eux, ils ont découvert que dès qu'on continue à se battre sur les questions comme l'avortement, par exemple, ça crée des clivages où ils reçoivent des avantages. Vous êtes d'accord, Hélène Kuntz? Alors ça risque quand même d'être très serré. Où en sont les sondages, très clairement? Est-ce qu'il y a des sondages publiés sur un match Trump-Biden ou pas? Je m'interroge sur la crédibilité de ces sondages. Je pense qu'il y a aussi une modalité, peut-être Christian peut faire quelque chose, pour améliorer comment sonder les gens. Parce que trop de fois, on a vu des sondages qui étaient très loin du résultat final. Et de toutes les façons, on sait que Joe Biden ne suscite pas énormément d'enthousiasme, mais il sait gagner. Et ce qu'on va faire là, c'est le triplé, la présidence, le Sénat et la Chambre des représentants. Christian Hanley, un mot de conclusion? Bon, ça risque d'être le match, en tout cas, hein, Trump-Biden. Quant au sondage, j'embauche les autres, c'est pas mon truc. Je veux dire. mais non, en conclusion, c'est vrai que ça va être très serré. Et je vais dire maintenant que les électeurs qui vont décider les résultats, ce sont les mêmes électeurs qui ont décidé les 2 dernières fois. Les électeurs qui vivent dans les banlieues, hors des grandes villes. Ce sont les électeurs qui vont décider les résultats. Merci beaucoup, Christian Hanley, d'avoir été avec nous en direct de Washington. Merci à vous, Frédéric Davis. Vous étiez avec nous à New York. Sonia Dridi était avec nous à Washington. Merci beaucoup, Hélène Kuntz, d'avoir été avec nous ce soir, professeure à l'INSEC Paris. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et restez avec nous sur France 24.